Mes bien chers amis, je vous salue tous. Je me réjouis de vous voir ou de vous revoir. Sentez-vous accueillis dans notre cercle, dans l'amour, dans la douceur, dans la prévenance, dans la délicatesse, dans la douceur. Vous voyez ce que je veux dire, dans le plus doux, dans le plus tranquille, dans le plus subtil, dans le plus délicat, dans le respect, voilà. Dans le respect du profond, sentez-vous accueillis comme cela, dans l'amour et le respect. Nous avons un peu chanté, j'ai un peu prononcé des paroles, nous avons un peu prononcé des paroles ensemble. Je vais vous donner quelques explications, on va partager ensemble des choses, des paroles, des expériences, des travaux. Vous voyez, est-ce que vous m'entendez dans le fond? C'est parfait. Vous voyez, j'ai voulu commencer dans le fond par allumer le feu. Pour moi, il n'y a rien de plus important que le feu. D'ailleurs, on dit d'une maison, c'est un foyer. C'est un ancien langage, un ancien langage. Une maison, un foyer, ça veut dire que c'est quelque chose de vivant, quelque chose. Le feu donne une âme, et il y a dans le feu quelque chose de précieux, quelque chose qui touche l'homme au plus profond de lui. Et il faut allumer le feu toujours avec des belles paroles, il faut toujours allumer le feu avec des pensées, avec des sentiments, avec beaucoup de choses. Il faut appeler les choses bénéfiques. J'ai voulu aussi comme bénir, ce sont des anciennes choses, de bénir l'endroit qui nous accueille, les gens qui ont bâti cette maison, les êtres qui l'ont habité, les êtres qui l'habitent, qui nous accueillent, aussi même le village qui nous accueille, car nous sommes comme de passage. Notre passage peut être comme quelque chose de rien, ou alors ça peut être une bénédiction. On peut bénir les gens, en fin de compte, qui vivent tous les jours ici. Nous sommes comme dans leur espace vital, mais même la montagne, les arbres, l'herbe, l'atmosphère, vous avez senti l'atmosphère, le soleil, la lumière. En réalité, pour moi, tout ça c'est vivant, et nous rentrons dans des êtres, même l'atmosphère de cette pièce pour moi est vivante, nous rentrons à l'intérieur, même nous-mêmes à l'intérieur de la pièce, nous formons comme des rayonnements avec notre mémoire, avec tout ce que nous portons en nous, avec tout notre passé, avec toutes nos expériences, avec tout ce que nous sommes, nous formons nous tous ici assemblés comme une atmosphère, un rayonnement, et alors nous pouvons bénir, nous pouvons dire, nous bénissons tous les êtres qui ont préparé ce lieu, qui ont préparé cet endroit, qui nous accueillent en réalité. Nous voulons leur offrir le meilleur, que nos travaux leur soient bénéfiques. Mais je suis un peu ému parce que, dans le fond, c'est la première fois que je vais parler d'Égypte. Et c'est très particulier de parler de l'Égypte. Et bien sûr, j'en ai parlé, mais c'était toujours comme des entretiens avec des frères et sœurs ici ou là, ou alors c'était dans des conférences, mais ça n'a jamais été vraiment comme de commencer à parler d'Égypte. Et je trouve ça tellement extraordinaire que nous sommes dans le village d'Uzès, c'est ça, Uzès, parce que ça vient d'Isis. C'est un nom qui, avec le temps, bien sûr, s'est déformé, et de Isis, et ça c'est devenu Uzès, et en réalité, il y avait dans ce village où nous sommes, dans un très très lointain passé, un temple d'Isis avec des prêtresses, un temple très très haut, où il y avait tout le culte d'Isis en France, enfin en Gaule, il y avait beaucoup dans tout le bassin méditerranéen, il y avait les mystères d'Isis et d'Osiris, et ils avaient mis des temples un peu partout, ils étaient même remontés jusqu'à Paris. Paris, la ville lumière, Lutèce, le dieu gaulois Luth, qui voulait dire la lumière, et Paris qui vient de Parisis, la cathédrale Notre-Dame Isis, qui a été construite sur un ancien temple d'Isis par la religion catholique, qui voulait en fin de compte construire la Vierge Marie en disant, eh bien oui, voilà, c'est Isis et la Vierge Marie, c'est la même. Et les gens, en fin de compte, à cette époque, qui étaient très ouverts, ils reconnaissaient que c'était la même chose, la Vierge avec l'enfant, la maternité, la féminité, l'enfantement. Et alors, il y avait dans toute cette région où nous sommes ici, des temples, dans tout le bassin méditerranéen, des temples d'Isis, d'Osiris aussi, mais c'était beaucoup plus rare. Et il y avait au Vigan, c'est une ville un peu plus vers l'ouest d'ici, il y avait au Vigan une source qui existe encore,
où toutes les prêtresses d'Isis du bassin méditerranéen allaient au moins une fois par an pour comme se laver, se purifier, et c'était pour toute l'année, ils se lavaient, ils se purifiaient. C'était comme des sources sacrées. Il y a dans toute cette région qui va du mont Égual, des Cévennes, le Vigan, et toute cette région ici, un peu plus bas, il y a des grottes, je pense, dans certaines montagnes, un peu plus vers l'ouest, par là, hein. Il y a comme des grottes. Toutes ces choses ont été travaillées jusque dans l'arrière-pays niçois. C'est comme une chaîne de montagnes qui longe le bassin méditerranéen, qui remonte jusqu'aux Alpes. Tout cet endroit est comme sacré. Il y a beaucoup de forces qui ont été mis là, beaucoup d'influences, beaucoup d'hommes et de femmes ont travaillé d'une façon très pure, avec le respect de la terre. Ils mettaient des forces dans la terre, ils mettaient des forces dans les pierres, ils travaillaient, et toutes ces choses sont comme gardées dans des endroits et pour rayonner pour les hommes. Il y a dans toute cette région un atmosphère tellement lumineux. L'air est tellement pur, le ciel est tellement clair, la lumière, le soleil, les couleurs, il y a beaucoup de force, beaucoup de choses. C'est quand même extraordinaire que la première fois que je vais parler de l'Égypte, c'est quelque chose qui est très intime à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous en parler, mais la première fois où nous allons parler de l'Égypte, nous sommes dans cet endroit, hein, et ça se fait comme cela. C'est quand même un beau cadeau. Ce que nous ferons, si vous êtes d'accord, c'est que j'ouvrirai de larges espaces pour les questions. Et si vous avez des questions, alors ce sera pour moi une joie d'essayer d'y répondre à vos questions. J'ouvrirai, il faut me le rappeler avec force, j'ouvrirai un espace pour les questions. Bon, très bien. Vous voyez, la vie est mystérieuse. La vie n'est pas forcément comme on la voit en réalité. Nous sommes comme le corps, mais qui a vu la vie? Qui voit la vie? Qu'est-ce que la vie? La question, elle est là. Parce que la vie, c'est peut-être la chose la plus importante qui existe au monde. La vie, de la vie, naît tout. Le Vigan, il y a le mot vie. La vie, en fin de compte, est le fondement de toute chose. C'est le précieux. Mais la vie ne nous appartient pas à nous hommes. En réalité, on a vu que les pierres sont vivantes. Et elles dégagent des rayonnements, elles dégagent des vibrations, elles sont vivantes, elles ont une vie, elles ont un commencement, elles se transforment. Les pierres font partie d'un tout. Le monde végétal aussi est vivant. Les animaux sont vivants. L'homme a la vie. En réalité, la vie, c'est la chose la plus précieuse. Nous pouvons perdre beaucoup de choses. Et il y a des choses qui sont précieuses dans la vie. Par exemple, un œil, un bras. Nous pouvons perdre des choses et c'est triste. Mais ça reste limité. Mais si nous perdons la vie, alors nous perdons tout. Donc, nous pouvons peut-être partir comme base que la vie est la chose la plus précieuse. Mais dans le fond, qu'est-ce que nous connaissons de la vie? Parce que c'est un mystère, c'est grandiose. Quand on regarde les étoiles, quand on regarde l'infini, on sait que tout ça c'est vivant, que tout est vivant. Les étoiles sont vivantes, elles rayonnent une lumière, elles ont des influences. Les peuples depuis la plus haute antiquité savaient qu'en réalité les étoiles ont des influences. Il y a un frère qui me racontait dernièrement que les Mayas, les anciens Mayas, regardaient les Pléiades à une certaine époque de l'année. Si les Pléiades étaient voilées par la brume, ils ne plantaient pas les pommes de terre. Parce qu'ils savaient qu'elles allaient être attaquées par des parasites, par tout un tas de bestioles, je ne sais pas leur nom. Et en fin de compte, les Mayas ne connaissaient jamais la famine. Ils savaient que les étoiles sont vivantes, que la vie est beaucoup plus grande. Et en fin de compte, que connaissons-nous de la vie? Et comment nous intéressons-nous à la vie en réalité? Comment nous intéressons-nous à la vie? Quelle place mettons-nous pour la vie dans notre vie? En réalité, si nous regardons bien les choses, le corps physique,
qui est tellement important, nous lui donnons tellement d'importance, et aussi la vie qui va avec le corps, c'est-à-dire presque toute notre vie, en fin de compte, est passée pour habiller le corps, pour le nourrir, pour le protéger avec des maisons, pour pas qu'il ait froid, pour le soigner, et toutes ces choses. Nous donnons énormément de choses au corps, en réalité. Mais le corps, par rapport à la vie, qu'est-ce que c'est ? Le corps, si on regarde les choses d'une autre façon, on s'apercevra que c'est comme une partie de la vie. Il fait partie de la vie, mais peut-être c'est la plus petite partie. Le corps, c'est la plus petite partie de la vie. La vie, elle est vaste, vaste, vaste. Et le corps, c'est la plus petite partie de la vie. La vie, en fin de compte, on ne la voit pas. Elle est invisible. Le corps, on le voit. Et on voit qu'il est vivant. Quelle est la différence entre un corps mort et un corps vivant ? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune différence. Mais la différence saute aux yeux, vous allez me dire. Mais chimiquement, ou même avec notre façon de penser et d'étudier et de regarder le monde, il n'y a pas de différence entre un corps mort et un corps vivant. C'est toujours le même corps. Mais la vie est beaucoup plus grande que le corps. Et on voit bien que quand la vie est présente et quand la vie est absente, il y a deux choses. Même quand le corps est mort, en réalité, il est encore vivant. Il y a encore la vie dans les cellules et toutes ces choses. Il est encore vivant. Mais la vie, en fin de compte, notre propre vie, est beaucoup plus grande que le corps. Beaucoup plus grande que le corps. Regardez l'importance que nous donnons à la Terre. L'importance que nous donnons à la Terre, c'est extraordinaire. Pour nous, la Terre, elle est grande. En réalité, elle est en train de rapetisser de plus en plus. La Terre. De plus en plus, on en fait le tour. On a l'impression qu'on a des informations de l'autre bout de la planète. Dans notre conscience, la Terre rapetisse. On est de plus en plus nombreux. On se demande, est-ce qu'on va tous arriver à respirer? Est-ce qu'on va tous arriver à manger? Mais dans le fond, la Terre, si on regarde, ne serait-ce que notre système solaire, elle n'existe pas, la Terre. Regardez la distance qu'il y a entre la Terre, le Soleil, et imaginez tout le vide qu'il y a entre ces deux. Eh bien, si vous faites la somme de la matière, du visible, du palpable, des planètes, de notre système solaire, et l'espace qu'il y a autour, vous arrivez à de l'homéopathie, ça n'existe pas. La matière n'existe pas. Vous voyez les échelles. Alors que pour nous, la Terre, elle est grande, elle est vaste. Nous sommes dessus. Mais si on regarde à une échelle beaucoup plus grande, en réalité, la Terre n'existe pas. La matière n'existe pas en calcul mathématique par rapport à l'immensité de l'espace vide. Eh bien, moi, je dis que l'espace vide, c'est la vie. La vie, c'est cette immensité, et même à l'intérieur de nous. Et pour être un peu plus concret, je vais un peu plus parler de moi. Ça ne veut pas dire que je considère que je sois quelqu'un d'important, vous comprenez ? Je pense qu'en réalité, tout homme est comme un livre, chacun d'entre nous est comme un livre, et qu'on doit apprendre à se lire soi-même, et que quand on se lit soi-même, eh bien, on peut lire tous les êtres du monde. Moi, plus je m'étudie moi-même, et plus je m'aperçois que je suis semblable à toutes les créatures du monde. Donc, il faut sans arrêt se regarder, s'analyser, se lire. Nous sommes comme un livre. Il y a peut-être un an, je suis retourné sur un lieu où j'ai vécu, où j'ai passé mon enfance. 15 ans de ma vie, j'ai vécu là. J'y suis retourné après plusieurs années, et là je suis arrivé à cet endroit, et tout avait changé. Bon, les arbres étaient plus grands, les buissons étaient plus grands, les maisons étaient toujours les mêmes, mais c'était plus les mêmes personnes qui habitaient dedans. Beaucoup de choses avaient changé. Et là, je me promenais un peu, et au bout d'un moment, je me suis comme assis. Et nous avons tous fait cette expérience. Je me suis assis, et je regardais tout ça, et tout le lieu me parlait. Tout le lieu me parlait. Plein de souvenirs remontaient en moi. C'était très, émotif. Il y avait plein d'émotions. C'était très, 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 très fort. C'était très, très fort. Alors je me suis assis et j'ai commencé à me calmer et à regarder ça d'en haut. Comme si je regardais un film. Et je regardais toutes ces choses et je voyais en moi plein de souvenirs qui remontaient à la surface. Tout me parlait. Vous avez tous fait cette expérience. Vous avez retrouvé un vieux cahier d'école, dans une malle ou un vieux vêtement. Vous l'avez pris, vous l'avez reniflé, et d'un seul coup, vous avez eu des visages qui sont revenus à la surface, des odeurs. Vous vous rendez compte, des odeurs en nous, à l'intérieur de nous, inscrites.
des sensations, des goûts, des atmosphères, des souvenirs, des visions, des intelligences, des compréhensions à l'intérieur de nous, enfouies. Nous avons tous fait ces expériences. Et alors j'étais là en train de faire ces expériences et je regardais, et c'était très très fort et ça sortait. Et au bout d'un moment, je continuais à regarder et j'ai vu que le lieu dans lequel j'étais, il y avait des arbres, il y avait des maisons. Il y a comme des arbres sont sortis comme une espèce de fumée. Et les arbres aussi, comme un film, comme une mémoire à l'intérieur des arbres. C'était pas simplement à l'intérieur de moi. C'était aussi à l'extérieur de moi. Il y avait plein d'images et toute la nature, les maisons et toutes ces choses commençaient à me parler, à me ramener des souvenirs, à me ramener des choses. J'entendais par exemple les enfants dans la cour parce que j'habitais dans une école. J'entendais les enfants sortir en hurlant, ça m'a toujours fait rire ces choses-là. Quand les enfants ils sortent de la cour d'école, c'est vous voyez bien la pression qu'il y a à l'intérieur, mais bon, ne rentrons pas dans, ne rentrons pas. Ça, c'était formidable. À chaque fois, à l'heure précise, vous n'avez pas besoin de monde quand vous habitez dans une école. Vous entendez. Ils sortent de l'école, voilà. Vous voyez l'effet que ça produit. Il y avait tout ça, je revoyais toutes ces choses, toutes ces choses qui étaient à l'intérieur de moi. Et alors c'était là. Et c'est quand même extraordinaire de voir ça. Je parlais de la vie qui est beaucoup plus grande. Il y a toute cette vie à l'intérieur de nous qui est enregistrée. Et nous vivons comme coupés de ces choses-là. Il suffit que nous rentrons à l'intérieur d'un endroit, que nous redécouvrions quelque chose, et c'est quelque chose qui nous touche, c'est très très fort. Ça peut nous faire souffrir. Vous avez vu des fois cette nostalgie qu'il y a à l'intérieur de l'homme, de son enfance et toutes ces choses. Vous avez vu la mémoire, qu'est-ce que c'est la mémoire? Moi, je voudrais en arriver à cette idée que la mémoire et la vie, ce sont deux choses qui sont comme deux frères jumeaux ou deux sœurs jumelles. La mémoire et la vie sont deux sœurs jumelles. La vie, c'est quelque chose de très mystérieux, et la mémoire, c'est la vie en réalité qui s'approche de la matière. La matière, le corps, la dalle ici, toutes ces choses, tout ce que nous voyons, nous le voyons, nous le touchons. Mais en réalité, si nous rentrons juste derrière, nous voyons la mémoire. C'est la mémoire qui forme toutes ces choses. C'est très difficile à regarder. Mais si nous regardons cette expérience que j'ai faite il y a à peu près 1 an, et que l'on fait sans arrêt en réalité, nous voyons qu'il y a à l'intérieur de nous un corps de mémoire qui nous modèle, qui agit sur nous, qui nous forme, qui forme même notre visage, qui forme même notre voix, nos gestes, notre façon d'être au monde. N'avez-vous jamais senti, par exemple, vous avez eu un échec dans la vie? Eh bien, quand le même phénomène se reproduit, extérieur, vous avez une angoisse, vous avez peur. Parce qu'en réalité, ça s'est inscrit à l'intérieur. Il y a une mémoire, et cette mémoire un peu inconsciente, on va dire, elle vous rappelle que dans les mêmes conditions, vous avez vécu un échec. À partir de ce moment-là, tout le processus du corps, de la conscience, même de la volonté, même des sentiments, se bloque. C'est très très puissant. La mémoire est une force colossale à l'intérieur de nous. Personne ne peut aller vers la vie pure. La vie pure, en réalité, c'est Dieu. Ça veut dire la présence, la flamme de Dieu, le mystère, la chose la plus sacrée qui existe au monde, la vie. Mais si vous voulez aller vers la vie, en réalité, vous trouverez d'abord une colossale mémoire. Une mémoire, mais alors, qu'on ne peut même pas imaginer. Là, je vous parle d'une petite mémoire. J'étais en train de revivre mon enfance, à l'intérieur de moi, des goûts, des odeurs, des paroles, à l'intérieur de moi. Et après, à l'extérieur de moi, dans les arbres, dans les murs, dans les pierres, partout, ça répondait à moi. Il me reconnaissait, il me disait, tu es passé par là. Nous avons gardé une trace de toi, de tout ce que tu as fait, de tes rires, de tes joies, de tes pleurs, de tes choses secrètes, de ce que tu faisais. Tout était enregistré. Et nous te reconnaissons, nous te connaissons. Et ça crée des liens, et ça crée des choses. Et j'ai des liens avec tout cet endroit, avec tout ce pays. Vous voyez, je retombe sur mes pieds. Je vous parle du zeste, je vous parle de toutes ces choses, vous comprenez? Et il y a des liens, et il y a des choses, et tout ce que nous faisons s'enregistre, et nous créons des liens, soit pour le bien, soit pour souffrir,
soit pour être joyeux, pour être des liens harmonieux, des liens positifs, des liens d'amitié, des liens constructifs, et puis des fois des liens négatifs. On le voit par exemple entre deux personnes qui s'aimaient, et puis après elles ne s'aimaient plus. Et puis après ils se revoient, et à chaque fois qu'ils se revoient, ils retissent les mêmes liens de disputes, de querelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont là de nouveau, et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils retombent toujours là-dedans. Et qu'est-ce que c'est en réalité? Mais une mémoire qui agit sur eux, à l'intérieur d'eux. Ça agit sur eux. Est-ce que moi, quand j'ai fait cette méditation, ma mémoire était identique? Non. C'est extraordinairement fabuleux. Les arbres étaient plus grands, mais ma mémoire aussi était plus grande. Quand les druides, ils ont mis les menhirs, les dolmens, quand les Égyptiens, ils ont bâti leurs pyramides, parce que les Égyptiens, ce que je vous parle là, ils le connaissaient à la perfection. Quand ils ont bâti les pyramides, qu'ils ont bâti des monuments pour résister au temps, pourquoi ils ont fait ça à l'origine? Mais pour la mémoire. Regardez, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous bâtissons, nous mettons des monuments, des pierres tombales, nous mettons des monuments pour ceux qui sont morts pour la France. Partout. Et ils mettent des pierres. Regardez comme souvent ça ressemble à un menhir. Ça ressemble à un menhir. On met une pierre pour se souvenir. Et à chaque fois qu'on passe devant cette pierre, il y a le souvenir qui est là. Et c'est une espèce de magie. Et c'est dans l'air. Et le souvenir est présent. Et il agit, et on met des pierres pour se souvenir, et on pose des choses pour se souvenir, et en réalité, ça agit. Et alors on vient devant, et ils font des commémorations. C'était pour la mémoire, c'est pour faire des choses, c'est pour dire, voilà, il y a des hommes qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons libres, et pour toutes ces choses, pour la démocratie et tout ça. Pourquoi Paris, par exemple, c'est une ville qui est une des villes les plus visitées au monde? Il y a Rome aussi. C'est que quand on se promène dans cette ville, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit, par exemple, vous allez au Louvre, vous voyez une pyramide de verre, d'ailleurs ça a été beaucoup critiqué, et vous voyez des anciens bâtiments. On vit dans plusieurs époques à la fois. Et même si on va peut-être en Égypte, on voit la pyramide et on voit le Caire derrière avec tous les immeubles. On vit dans plusieurs époques à la fois, dans plusieurs mondes à la fois. Ce sont des couches, des vibrations, des couches et des vibrations. Ma propre vibration a réactivé la vibration de tout le lieu dans lequel je suis né, j'ai vécu, et toutes ces choses, pas né, mais dans lequel j'ai vécu. Ça l'a réactivé. Pourquoi? Je lisais une couche, comme sur un disque laser. Il y a plusieurs tracks, il y a plusieurs bandes. Je choisis 1, 2, 3, et je lis la musique sur le 3, sur le 4. Là, je lisais une couche, la couche qui était la mienne. Aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent à cet endroit, ils sont en train aussi de graver quelque chose à cet endroit. Et toutes ces couches sont superposées. Même quand on découpe la terre, on le voit. Et quoi qu'on fasse, on voit les mêmes secrets. On découpe un oignon, on voit les couches. On découpe un chou, on voit les couches. On voit toujours des couches. On creuse la terre, on voit des couches. Et même maintenant, ils disent, on peut lire la mémoire de la terre avec les couches. Ils ont plongé des sondes dans la glace pour retrouver la mémoire d'il y a plusieurs centaines d'années. Ils remontaient la glace, ils disaient, cette glace, c'est la glace d'il y a plusieurs centaines d'années. En étudiant ce qu'il y a dans la glace, nous retrouvons la composition de l'atmosphère. La mémoire. Dans les couches. Alors vous voyez la vie, et vous voyez nous-mêmes, et vous voyez nous-mêmes. Mais alors, cette mémoire dont je vous parle, elle est encore plus extraordinaire que tout. Parce que ces dolmens, ces menhirs que mettaient les druides, les Égyptiens, les obélix et toutes ces choses, ils sont statiques. Mais il y avait certaines coutumes, quand un enfant naît, on plante un arbre. Et on dit cet arbre est lié à cet enfant. L'arbre grandit, et l'enfant grandit avec l'arbre. Mais après, l'enfant revient, et l'arbre est un grand arbre. Et l'enfant, lui, ce n'est plus l'arbre qu'il a connu dans son souvenir. Regardez, moi je me suis vu dans des endroits en train de faire des sortes d'exercices, de ruminer, de me balancer dans les buissons. Et je ne comprenais pas ce que je faisais. Maintenant, je reviens des années après. Le souvenir est toujours là. Mais pour moi, c'est un grand arbre. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je faisais là, le cosmos tout entier,
L'intelligence de la nature travaille sur les souvenirs de l'homme. Ça, c'est un vrai secret que je vous donne. Un vrai secret, vous pouvez transformer votre vie avec ça. Si vous connaissez, je vais y venir, je vais y arriver aux choses pratiques. Si vous comprenez ce que je dis là, vous pouvez changer toute votre vie, toute votre destinée. Parce que vous comprenez, les souvenirs ne sont pas rien, je veux en arriver là. Ils continuent à agir sur nous. Nos parents nous disaient des choses, mais qu'est-ce qu'on y comprenait ? Qu'est-ce qu'on y comprenait ? Mais on revient des années après, on revoit nos parents nous dire des choses, mais la chose que nos parents nous disaient, ce n'est plus une graine, ce n'est pas un petit arbre, c'est un grand arbre. Ça veut dire, c'est une montagne de compréhension. Les paysages changent, mais l'homme change, et il voit le monde d'une autre façon. Faites des expériences, regardez les souvenirs de votre enfance, et vous verrez que vous les voyez d'une façon totalement différente. Moi, par exemple, quand je me vois dans ce buisson en train de me balancer, je comprends en réalité que j'étais en train de faire des exercices qui viennent d'Égypte. Et que c'était inscrit en moi, et que c'était une mémoire qui travaillait sur moi. Et qu'en réalité, ces exercices ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'était instinctif. Parce que ça crée une mémoire à l'intérieur de moi et des forces travaillées pour faire pousser cette mémoire. Pour la faire grandir. Le cosmos cherche à tirer de l'homme une expérience lumineuse à travers ses souvenirs. Je vais vous en raconter un autre. Un jour, encore quand j'étais enfant, on avait fait comme une sorte de petit cercle. Et on avait tous signé des papiers, c'est des choses un peu marrantes, une sorte de confrérie on avait fait, en disant amitié, amitié éternelle. Vous voyez ? Amitié éternelle. Et on avait signé et tout ça, en se jurant un serment de fidélité, d'amitié pour l'éternité. C'est des choses d'enfants. Un jour, on était là, et il y en a un d'entre nous qui nous trahit lamentablement, il passe à l'ennemi. Moi, j'étais outré. Et alors, je peux pas vous dire, j'étais outré. Il avait vraiment, c'était une calamité. Je vais le voir, et je lui dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce que tu fais. Comment tu peux oublier nos serments et tout ce que nous avions fait et tout ce que nous disions sur l'amitié, sur les choses et toutes ces choses. Et alors, il me dit, ça n'a aucun intérêt. Il avait trouvé quelque chose qui était plus appétissant, apparemment. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je sors le papier. Et je dis, mais regarde, tu as signé. Il me prend le papier, il me dit, montre le papier que je vérifie si j'avais bien signé. Il joue la perte de mémoire, hein, vous voyez. Parce que ça, on parle de souvenirs, mais ça nous arrange des fois de perdre la mémoire. Il prend le papier devant mon nez, chac. Mais quel papier ? Et là, je me suis senti deux fois trahi. Il fallait bien que je garde ma constance, et ma contenance. Alors j'ai fait mine de rien, oui, ce n'était qu'un double. J'ai l'original dans un coffre chez moi. Et puis voilà, vous voyez, sans plus, c'était sans plus. Mais, au fond de moi, je vous parle d'un souvenir. Maintenant, je le regarde maintenant. Hein, je mets en pratique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le souvenir a grandi en moi. C'est un arbre maintenant. Cette expérience est pour moi un arbre. J'en cueille les fruits aujourd'hui. J'ai été blessé. Blessé. Je ne l'ai pas montré. Je l'ai étouffé, ce sentiment à l'intérieur de moi. Vous comprenez ? Je l'ai étouffé. Pourquoi j'étais blessé ? Parce que je me suis dit, mais cette amitié éternelle, comment c'est possible de dire amitié éternelle, tous ces idéaux et toutes ces choses, et comme ça, de déchirer un papier devant moi, alors qu'il l'avait signé, alors qu'on était d'accord, et toutes ces choses. Et dans le fond, j'étais blessé. Mais les enfants ne racontent pas cette histoire. Ne les racontent pas, parce qu'ils sont dans le monde des adultes. Et le monde des adultes est comme ça. Il est comme il est. Et l'enfant, il doit découvrir le monde. Mais l'enfant, il porte beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Des choses grandes. Des choses belles. Il croit à la fraternité. Il croit en l'amour. Roméo et Juliette et toutes ces choses-là. Il est romantique. Il croit à des choses. Et puis après, sans arrêt, on lui montre que ceux qui y croient, oh, l'amour, c'est beau quand on a 15 ans. Mais après,
Faut regarder le compte en banque, faut regarder les choses, il y a des intérêts, il y a des machins. C'est un peu déchiré, vous comprenez tout ce que je veux dire. C'est des choses à l'intérieur profondes. Et moi, j'étais blessé. Et vous voyez, j'ai toujours eu cette conscience, inconsciente, que j'étais invisible. J'étais invisible, je n'ai jamais été visible. Ne croyez pas que les enfants pensent qu'ils sont visibles. Quand nous étions enfants, nous pensions que nous étions invisibles. Mais nous nous en rappelons plus. Mais en réalité, nous étions invisibles. Moi, je me mettais devant le miroir et je me regardais dans les yeux et j'essayais de voir l'invisible. Puisque personne ne me voyait. La première fois qu'un enfant ment, qu'il ment, il fait l'expérience d'être invisible. Il est là. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et il attend. Est-ce qu'ils vont me voir ou est-ce qu'ils vont pas me voir? Parce que moi, je me vois bien. Je sais bien que c'est moi qui l'ai fait. Je me vois, moi. Alors, dans mon visage, non. Ah non, je t'assure. Mais je te jure. Et là, à l'intérieur, terrorisé. Est-ce qu'ils vont le voir? Est-ce qu'ils vont pas le voir? Ils ne le voient pas. Je suis invisible. Mais en réalité, on devient opaque. On devient visible en réalité, très opaque. On met une opacité. On est bien obligé de le faire. Parce qu'il faut se protéger aussi. Alors on se protège, et toutes ces choses. On protège ces choses, on les enfouit. Donc moi, j'étais vexé. C'est pas vexé, j'étais blessé. J'étais blessé, j'étais perdu. Je me disais, mais dans quel monde on vit? Et donc il y avait cette conscience d'être invisible, et aussi il y avait cette conscience qu'il y avait à l'intérieur de moi une voix qui me parlait. Et cette voix, elle disait toujours la vérité. Et le problème de cette voix, c'est qu'elle me voyait. Les enfants, ils ont conscience de ça, d'une voix à l'intérieur. Ils parlent à travers le baigneur, à travers le nounours, à travers la poupée. Il lui parle, il parle à cet invisible. La poupée, ce n'est pas rien, vous comprenez? Il y a des forces là-dedans, on lui parle, c'est déjà le début de la prière, c'est des choses complètement naturelles. Mais ils ont conscience en réalité, les enfants, qu'il y a quelqu'un qui les écoute derrière. Et ils savent très bien qu'il y a quelqu'un qui les voit en permanence. Et que quand ils mentent, cet être les voit, eux, et qu'il ne peut jamais se cacher devant, et qu'ils sont transparents devant lui. Et cette voix qui parle à l'intérieur a toujours raison. Or cette voix, ce jour-là, elle m'a parlé. Et elle m'a dit, amitié éternelle, un bout de papier, avec des signatures. Mais comment tu veux arriver à des choses vraies avec des choses fausses? On n'arrive jamais à des choses vraies avec des choses fausses. Voilà ce qu'elle m'a dit, cette voix. On n'arrive jamais à des choses vraies avec du faux. Parce qu'en fin de compte, nous avions imité les adultes. Les papiers et toutes ces choses, les signatures. J'avais même été lui raconter que j'avais le double dans le coffre. Le double, il faut toujours les doubles. Les enregistrements, la mémoire, les doubles. Tout est enregistré. Même la nature a fait comme cela. Elle a tout enregistré. Vous allez dans une administration, il y a toujours un double. Ils enregistrent, ils stockent et toutes ces choses. Vous voyez? Et il y a un double. Et alors, on n'avait pas agi d'une façon vraie. L'amitié, c'était autre chose. On ne trouve pas l'amitié dans des papiers. On ne trouve pas l'amitié dans des signatures. On ne trouve pas l'amitié dans des contrats. On ne trouve pas l'amitié dans des choses artificielles, dans des choses extérieures. On trouve l'amitié ailleurs, dans d'autres choses. C'est autre chose, l'amitié. Alors ça a été la première leçon. Et après, il y a à l'intérieur de moi quelque chose. Vous voyez, comprenez bien ce que je fais. Je parle de moi comme je parlerai de tout le monde. Il s'est passé quelque chose en réalité. Ça a continué. Ça veut dire une espèce de nostalgie. Une nostalgie, une souffrance. De moins en moins trouver dans le monde extérieur ce que je cherchais à l'intérieur de moi. De moins en moins, je ne le trouvais pas. Je ne trouvais pas des adultes qui étaient capables de m'éduquer. Je ne trouvais rien du tout dans le monde extérieur qui pouvait me conduire, en réalité, vers les aspirations qui étaient en moi, mais que je n'arrivais pas à discerner. Alors je me suis mis à méditer. Là, j'étais déjà beaucoup plus grand. Je méditais.
je méditais à l'intérieur et je cherchais toujours, en fin de compte, à trouver ce lieu où il y a l'amitié éternelle, l'amour, les choses vraies, les choses en haut et toutes ces choses. Et à force de méditer et de mettre en moi des forces, c'est comme si je m'étais réveillé et je me suis retrouvé, en fin de compte, en Égypte. Je me suis retrouvé en Égypte. Et voilà qu'en réalité, c'est comme si on m'avait montré, je vous parle d'expérience intime, c'est comme si on m'avait montré tout ce que tu cherches dans la vie, tout, tes pensées, ta façon d'être, tout ce que tu cherches. Tu le cherches parce que en réalité, à l'intérieur de toi, il y a un souvenir. Un souvenir. Et ce souvenir, tu le cherches partout. Et ça te fait souffrir, pourquoi? Parce que mon ami, tu es en prison, tu es enfermé, tu es dans un endroit qui n'est pas le tien. Tu n'es pas dans ta maison, tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas chez toi, dans ta famille. Je ne dis pas que ma famille n'était pas ma famille. Comprenez bien, c'est l'époque. C'est l'époque. C'est la culture. C'est l'air même qu'on respirait. C'est les paroles qu'on entendait. C'est la façon qu'avaient les gens d'être. Ce n'était pas mon pays. Il n'y avait pas d'amour là-dedans. C'était un pays d'hypocrisie. Il y avait plein de mensonges. Il n'y avait pas de dignité, d'honneur. Vous comprenez, l'honneur. De préférer mourir, ça c'était la noblesse et toutes ces choses. On ne parlait pas de toutes ces choses. Eh bien moi, je souffrais. Et même leur façon de parler, la vie qui était morte, les paroles qui étaient mortes, l'écriture qui était morte, les mathématiques qui étaient mortes, la géométrie. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de géométrie, tout mon être s'est éveillé. Mais quand j'ai vu, qu'est-ce qu'ils ont tiré de tout ça? Aucune conclusion, rien, que des lignes, que des tracés. Ça c'est comme de nouveau endormi. On n'allait jamais derrière, c'était toujours la petite vie. Et voilà que je me réveille un jour et je vois tout ce que je pense, tout ce que j'aime, c'est en Égypte. C'est la civilisation de l'Égypte. Est-ce que c'est l'Égypte? Non. C'est même pas l'Égypte. C'est en réalité l'Égypte n'est qu'une image d'une terre ailleurs. Bon, est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce que je vais continuer un peu, je vais essayer d'être encore plus précis dans ce que je dis. Pourquoi les femmes aiment qu'on leur offre des roses? Parce que ça marche, ça. Les roses, ça marche. Pourquoi? Parce que la rose, c'est une forme, mais en réalité, c'est une mémoire. C'est une mémoire. Et c'est la mémoire de quoi? De l'enfance. C'est comme tous les enfants du monde vivent. Nous sommes des enfants, nous avons été des enfants, nous sommes toujours des enfants. Et il y a en nous le vieillard, l'enfant, il y a tout en nous. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a les animaux et toutes ces choses. Et la rose, elle garde dans sa mémoire l'expérience de l'enfance. Il y a comme des êtres à l'intérieur qui sont chargés d'enregistrer tout ce que vivent les enfants, mais pas ce que vivent les enfants d'un peu, qui n'est pas de l'enfance. Les choses un peu puériles, je vais pas dire que les femmes aiment qu'on leur offre des choses un peu puériles, mais vous voyez, c'est cette idée, son parfum, sa forme, sa couleur, sa délicatesse et toutes ces choses, ça nous parle d'amitié éternelle. Ça nous parle de ce qu'on dirait aujourd'hui une utopie. Ça veut dire Roméo et Juliette, ça finit mal. Pourquoi Shakespeare il a fait que Roméo et Juliette ça finit mal? Parce que c'est un amour intense. Or, ça ne peut pas durer. Vous avez bien vu dans les histoires des contes et légendes. L'homme arrive, il se bagarre avec des sorcières, avec des dragons, il y a tout un tas d'épreuves, il faut qu'il escalade des choses, il faut qu'il domestique des choses et tout ça. Après, il rencontre enfin sa bien-aimée. Quelle histoire! Il l'embrasse, elle se réveille et après, rideau.
Et on dit, ils se marièrent, vécurent longtemps, et eurent beaucoup d'enfants. Mais on coupe avant les scènes de ménage. Parce que vous la voyez, la belle au bois dormant, en trappant son mari avec le manche à balai, où t'étais ce soir, et en train de le battre. Eh bien, la rose nous parle de ça. Elle nous parle juste, et après la rose, elle coupe, elle garde sa beauté. Pourquoi, en réalité, on a pris des roses de croix, et qu'ils ont placé la rose sur la croix? Parce que c'était des idéalistes, des mystiques. Ils avaient trouvé le chemin de l'amitié éternelle, de l'amour qui ne meurt pas, de la vie vaste, grande, héroïque. Mais ça, on ne veut pas en entendre parler, en réalité. Moi, ce qui m'a surpris en Égypte, vraiment surpris, c'était toutes ces fleurs qu'il y avait en Égypte. Mais alors, c'était d'une beauté, mais c'était fleuri, alors que c'était dans un désert. Mais ils avaient fait des canalisations. Ils avaient mis de l'eau partout, tout était fleuri, il y avait des arbres, mais c'était d'une beauté, d'une harmonie. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient compris ce que je vous dis là, ils avaient compris que tout s'enregistre, ils avaient compris qu'il y a des forces, qu'il y a des souvenirs qui nous affaiblissent. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des souvenirs qui nous affaiblissent, qui nous prennent notre force, notre vie. Parce qu'en fin de compte, ils nous conduisent toujours vers le bas. Tu es un bon à rien, tu n'y arrives pas, mais rappelle-toi la dernière fois quand tu as essayé de faire ça. T'as échoué et toutes ces choses. Et il y a des souvenirs qui nous donnent de la force, qui nous poussent en avant. Eh bien, les Égyptiens qui connaissaient toute cette science, ils avaient mis des fleurs partout pour en fin de compte pousser le peuple à être idéaliste à la beauté, l'harmonie et toutes ces choses, l'élégance et toutes ces choses, en fin de compte, ils les mettaient là-dedans. Mais avec cette histoire de la rose, je voudrais aller plus loin. Parce que quand on regarde bien la rose, il y a des épines. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que c'est Dieu, ou, comme on dit, faut pas dire Dieu, par exemple, l'intelligence cosmique, la force créatrice? Est-ce que c'est l'intelligence qui crée le monde, qui a mis les épines à la rose? Non. Si vous remontez la mémoire, parce que je vous parle d'une mémoire qu'on peut lire en réalité, lire à l'intérieur de soi, la vie est beaucoup plus vaste que ce que l'on croit. Notre propre vie est beaucoup plus vaste que ce que l'on croit. Si on regarde la rose telle qu'elle a été pensée, imaginée par le cosmos, par ce mystère qui crée le monde, par le Créateur, il n'y avait pas d'épines. Il n'y avait pas d'épines à la rose. Et ce qui a créé les épines à la rose, c'est l'homme. L'homme a mis des épines à la rose. L'homme a mis des épines. Pourquoi? Parce qu'il a déchiré le contrat. En déchirant le contrat, en faisant toutes ces choses, eh bien, ça fait des souvenirs qui s'inscrivent en lui, à l'extérieur de lui. Eh bien, ça va vers les roses. Et les roses ont mis les épines, en fin de compte, pour dire, se souvenir, qu'en réalité, d'aller vers l'amitié éternelle, eh bien, c'est un chemin d'épines. C'est un chemin où on va se piquer. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? L'amour, c'est un chemin d'épines. Au début, tout est beau, je vous dis, et puis après, on s'aperçoit qu'il y a des lois à respecter, qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses à connaître, que si on se trompe, en réalité, boum, tout nous tombe dessus. Qu'on ne peut pas obtenir des choses vraies avec des choses fausses, que si on est faux nous-mêmes, et que, en fin de compte, si on ne se connaît pas, parce que dans toute cette histoire, jusqu'où il faudrait arriver? Mais il faudrait arriver à dire qu'on a oublié qui on était. Qu'on a perdu la mémoire en réalité, qu'on est comme amnésique, qu'on a oublié qui on était, qu'on a oublié d'où on venait, qui on était et où on allait. Parce que souvent on vit comme si on n'allait pas mourir. Et on refuse de voir toutes ces expériences. Quand vous regardez que la civilisation égyptienne était basée uniquement sur la mort, qu'ils la placardaient sans arrêt devant, ils mettaient des fleurs et toutes ces choses, mais c'était que des tombeaux. Ils ne parlaient que de la mort. Vous voyez bien qu'ils avaient une autre vision que de nous, de la vie. Une autre vision, tellement plus large, tellement plus grande. Comment ça se fait qu'un homme peut vivre en étant malheureux parce qu'il ne trouve pas dans le monde extérieur ce qui vit en lui? Et comment ça se fait que quand il se met à méditer,
qu'au bout d'un moment, il s'intériorise, et d'un seul coup, il se réveille en Égypte, et il voit qu'en réalité, tout ce qu'il cherche dans le monde existe en Égypte. Comment c'est possible? Parce que, en réalité, en Égypte, j'avais reçu des graines qui continuaient à travailler en moi et qui me suivaient toute ma vie. Si tu veux chercher l'enfance, tu la trouveras dans les roses, dans les fleurs. Les fleurs ont un langage merveilleux à raconter aux hommes. Si tu veux trouver Dieu, la vérité, c'est en Égypte. C'est en Égypte que ton esprit, en réalité, t'emmènera. Parce que l'Égypte, elle est éternelle. Elle continue à vivre au moment où je vous parle là. Plein d'images, plein de forces, plein de courants, des goûts, des odeurs, des couleurs, une sagesse, une force, des expériences, une âme, une leçon. Mais alors quels critères après? Alors quel recul? Quel pouvoir de comparaison? Mais alors quelle comparaison? Mais alors quelle richesse dans la mémoire? C'est un peu comparable à un homme qui vivrait enfermé dans un tube et un homme qui, en s'élevant vers le haut, contemplerait, sortirait du tube. Déjà, quelle expérience! Puis, s'élevant plus haut, contemplerait les paysages dans le lointain. S'élevant encore plus haut, contemplerait la terre d'en haut. S'élevant encore plus haut, le système solaire, encore plus haut, les étoiles. Vous voyez bien que la vie est large. Tout ça, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Nous pouvons vivre dans une mémoire étriquée, ou alors commencer à travailler pour retrouver la mémoire de nos actes, de ce que nous cherchons, d'entrer à l'intérieur de nous poser les vraies questions. Où habite notre âme? Où habite notre âme? Peut-être alors, dans le temps qui va nous être consacré, je vais revenir là-dessus, je vais approfondir toutes ces choses, je vais essayer de les expliquer avec plus de précision. Je n'ai fait que comme les poser sur le sol. Peut-être on va pouvoir un peu les regarder de tous les côtés, analyser. Mais on peut déjà retenir ça, je vous dis. Tout dans le monde s'enregistre. À l'intérieur de nous, ça s'enregistre. Tous nos actes s'enregistrent. Tout. Ils s'enregistrent. Ils s'enregistrent aussi dans le monde. Nous sommes en rapport. Nous sommes en rapport. Et notre vie est en rapport avec la mémoire qui s'est enregistrée en nous. Nous rencontrons des gens parce qu'en réalité, tout ça, c'est comme la mémoire, c'est une force qui met en mouvement la matière, je vous ai dit. Et ça met en mouvement toute notre vie. Qu'est-ce que c'est la destinée en réalité? Mais c'est une mémoire en action. Ça s'enregistre, c'est vivant. Tout ce que nous faisons s'enregistre et continue à agir à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Alors dans le fait que la rose ait des épines maintenant, vous voyez à quel point l'homme, par sa façon d'être, par sa façon de vivre, transforme le monde. Transforme le monde. J'ai encore un exemple pour vous montrer à quel point tout ce que je vous dis est vrai. Ils ont fait une expérience, les savants américains, ils ont pris un petit insecte qui vit peut-être 7 jours. Bon, je suis pas vraiment sûr de ce que je vous dis, mais l'idée est là, vous comprenez? Cet insecte, on va dire, vit 7 jours. Il naît, il se développe un petit peu, hop, il a les organes sexuels. Il se reproduit, il lui faut après, une fois qu'il s'est reproduit, il lui faut une journée pour mettre au monde, et après, il meurt. C'est-à-dire juste perpétuer l'espèce. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les femelles, et ils ont, je ne sais plus comment exactement, tué l'œuf, de façon à ce qu'en fin de compte, que quand la femelle accouche, c'est mort. Ah oui, mais il n'y a plus moyen de... Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont métamorphosés, ils ont vécu 7 jours de plus. Ils ont mis à peu près 6 mois pour arriver à ça. Ah! Alors bien sûr, eux, ils sont en train de chercher pour l'immortalité de l'homme. Vous comprenez?
On pourrait en tirer des conclusions, hein, que l'immortalité vient du sexe et qu'on soit réduit à des sexes. Mais, disons, vous comprenez, vous voyez bien comment c'est possible ça, que ces êtres-là se soient transformés. Mais pourquoi? Parce que dans leur mémoire, ils ont fait une expérience, ils l'ont enregistré, ces petites créatures. Eh bien, ils l'ont enregistré dans la mémoire. Il y a là un être un peu bizarre qui a changé les règles du jeu. Ça s'enregistre. Si nous voulons survivre, il faut nous métamorphoser, il faut nous transformer. Ils se transforment, ils vivent 14 jours. Alors ils ont continué sur l'espace de 6 mois. Mais 6 mois pour eux, vous comprenez, ça fait un temps énorme. Eh bien voilà comment les hommes, avec leurs pensées, leurs sentiments, leur façon de vivre, leurs actes, leurs paroles, transforment le monde, créent le monde, enregistrent des choses dans le monde. Ils pensent que ça ne fait rien, ils pensent que ça n'a aucun effet. Pourtant, dès qu'ils ouvrent le livre de classe qu'ils avaient, tout leur ressaute au visage. Et quand l'homme est mort, en réalité, c'est ça qui lui arrive. On lui montre tout ce qu'il a fait. Mais pas simplement une mémoire. C'est une mémoire vivante, je vous dis. La mémoire il vit ce qui se passait dans les autres et toutes ces choses. Tout est enregistré. Tout est enregistré. C'est enregistré. Et à l'intérieur de nous, il y a une mémoire. Tout s'enregistre. Même l'expérience des amandiers qui avaient eu le gel. 3 années de suite, ils avaient eu le gel. Eh bien, la 4e année, ils se préparaient. Ça s'inscrit en eux, ils se préparent. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. Mais c'est la mémoire, les expériences, la mémoire et toutes ces choses agissent sur nous. C'est pour ça qu'en réalité, l'homme intelligent, il s'empare de ce secret et il se crée des souvenirs lumineux. Il bénit les objets. Il fait des choses. Il arrête de vivre simplement que pour lui. Mais il s'unit avec le monde entier. Il s'unit avec le ciel. Il le salue. Et après, ça reviendra sur lui. Parce que quand on a été éduqué de cette façon-là, comme en Égypte, jamais on ne l'oublie. Parce que c'était immense, l'Égypte. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je ne vais pas y aller parce que ça va devenir ésotérique, parce que c'est une autre façon de penser. Je vais essayer de poser. Mais ils avaient une façon de penser diamétralement opposée à nous. Ils regardaient la vie avant le corps. Ils ne regardaient pas le corps. Vous voyez le scarabée, par exemple, moi ça m'émerveille, l'Égypte m'émerveille. De toute façon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous regardez le scarabée qui pousse sa petite boule. Nous, par exemple, nous voyons une voiture qui roule. Nous disons, la voiture roule. Mais comment elle roule? Il y a un moteur avec de l'essence. Nous comprenons rien comment ça marche. C'est une illusion de compréhension. Mais nous savons, voilà, ça roule. Nous voyons un chien courir, nous disons, il court. Nous voyons le chien courir. L'Égyptien ne voit pas la voiture rouler, il n'y en avait pas. Il ne voit pas, donc il n'a pas de mal. Il ne voit pas le chien courir. Hein? Vous savez ce qu'il voit? Il voit le scarabée qui pousse le chien. Il voit le scarabée qui pousse la voiture. Il voit ce qui est autour. Il voit les forces qui poussent la voiture. Pour lui, c'est impossible de considérer que le chien court parce qu'il a envie d'attraper une balle. Il voit les forces qui poussent les êtres. Il ne voit pas les moteurs, les choses physiques, il voit tout ce qui est autour. Et après, il voit, c'est pour ça qu'il appelle le chien Anubis. Il dit que c'est lui qui le guide dans les mystères. C'est pour ça qu'il fait tout ça, parce qu'il comprend qu'est-ce que le cosmos a voulu dire à travers le chien. Et le chien est le gardien de quoi? On dit, oui, c'est un cœur avec des poils autour. Mais le chien est le gardien de quoi? Justement, de cette fidélité, de toutes ces choses, et c'est pour ça qu'ils en font le guide de l'homme dans l'au-delà. Parce que le chien a un flair, parce que le chien guide l'homme, parce qu'il y a dans le chien des forces. Bon, peut-être je reviendrai sur tout ça. Mais vous voyez la vision autre. Une autre vision du monde, une autre façon d'être au monde. Et oui, mais quand on adopte cette autre façon d'être au monde, elle est plus juste, elle est plus belle, elle nous apporte plus de choses, eh bien, en fin de compte, on se développe. Parce qu'en fin de compte, c'est une bonne façon d'être au monde. C'est mon opinion. Hein. Après, chacun est libre d'avoir son opinion. C'est ça qui est beau aussi dans notre époque. Mais pour moi, c'est mon opinion. C'est une belle façon d'être au monde que de voir toutes ces choses, de vivre d'une façon plus large, plus grande, pas étriquée, pas simplement pour soi. Et même de commencer à considérer que nous sommes dans tous les êtres et que nous pouvons agir pour tous les êtres. Vous verrez les forces qui viendront vers nous.